Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le marché-monde. De l'aube de l'humanité, à la civilisation de l'ordre. Faire l'histoire d'un mot. Faire l'histoire d'un mot, ce n'est pas perdre sa peine, nous dit en substance Lucien Febvre à propos du terme civilisation. Je ne sais si celui d'évolution est un mot fondateur, mais il se découvre d'autant plus chargé de signification qu'il introduit contradictoirement des rapports de dépendance et de transformation. S'il est bon de croire au berceau africain de l'espèce humaine et à sa propagation ramifiée à travers l'espace et le temps, alors, il semble établi que ces immenses et connexes potentialités mentales, activées par sa migration à travers les continents, aboutissent à des modes d'évolution inhérents à son propre parcours et à ses échanges avec l'altérité. Dépassant la question des races, scientifiquement inusitées, bien qu'apparaissent de dangereuses dénégations, on se doit donc de répondre à la question redoutable: comment peut-on être égal et différent? Avant d'en découvrir le concept, tentons schématiquement d'exprimer ce qui fonde l'unité de l'espèce humaine au-delà de son caractère biophysiologique ou de sa propension à la sociabilité. Exception faite de la prohibition de l'inceste qui, selon Claude Lévi-Strauss, est la règle des règles de l'universalité de la culture sur la nature, est-il paradoxal d'observer que l'autre caractère universel de l'espèce humaine se retrouve dans sa quête d'éternel tout autant que dans sa peur de mourir? Ce lien questionnant et craintif s'unifie dans le « d'où viens-je et où vais-je ?» L'incompréhension de la mort autant que l'attachement de l'homme à la vie ont sans doute forgé cette convergente idolâtrie pour une entité qui le dépasse. Le trait d'égalité marquant de l'humanité est donc bien cette interrogation universelle sur son devenir. Cependant, mis à part le fanatisme religieux qui pousse ses adeptes à faire don de leur vie en sacrifiant celle des autres, les croyants ouvrent un doute sur le type d'accueil post-mortem qui attend chaque individu. De l'invite au mérite des bouddhistes à la pénitence et au pardon des chrétiens, l'incertitude demeure quant à la sublimité de l'appel. Si le paradis n'est pas ouvert aux mécréants, toutes sortes de subtilités s'offrent aux pécheurs pour atteindre le royaume des cieux. Mais le croyant dans sa quête d'éternel a figé sa spiritualité et s'est donné en pâture à d'hypothétiques prophètes. Ici s'arrête l'interrogative convergence métaphysique sur l'égalité d'un devenir. La fixation d'une spiritualité religieuse n'a cependant pas entamé la quête subliminale des hommes pour toutes sortes de progrès, à commencer par la création d'outils et bien plus tard par des objets d'échange. Mais là où Rousseau perfectionnait l'embellie des hommes primitifs, au point de les voir sains, bons et heureux et jouissant entre eux des douceurs d'un commerce indépendant, s'étend en réalité un monde asservi par des sociétés marchandes hiérarchisées. Car il est un autre trait marquant qui peu à peu semble s'être imposé aux sociétés humaines: l'obscur fétichisme de la marchandisation socialisée. Cependant, la recherche congénitale d'un autrement manuel et intellectuel fut non seulement porteuse de différenciation pour celles et ceux qui créaient, mais plus encore pour le groupe d'accueil auquel ils se rattachaient. Ainsi se sont creusées et se creusent encore les inégalités des savoirs et du savoir-faire, au point d'engendrer féodalité et impérialisme. Paradoxalement, ces connaissances nouvelles, loin de se cantonner à la giration dans le groupe, poussaient à l'extension par le simple jeu d'accession aux multitudes perspectives qu'elles ouvraient. De là à dire que l'évolution engendre l'asservissement par sa volonté d'agrégation transformante, il n'y a qu'un pas. Alors comment expliquer l'évolution de l'homme, sans prendre en compte sa propension à l'accroissement et à l'annexion? Si, comme nous pouvons le supposer, la différenciation et le rythme d'évolution de l'espèce humaine résultent essentiellement de son confinement ou non dans des milieux naturels où l'interaction et l'échange avec les autres groupes étaient quasi inexistants, pour autant ces potentialités équivalentes et évolutives existent intrinsèquement. Tout comme l'influence du milieu naturel, la facilité ou la difficulté d'échange avec l'ensemble des autres groupes humains déployant leur ingéniosité à travers le monde, furent les éléments majeurs de la spécification du caractère culturel et social des entités humaines. Tous les groupes se sont appropriés le langage, mais le foisonnement et la complexification de ce dernier n'ont d'égal que la spécificité historico-sociale et la diversité des espaces géographiques qui l'ont porté. Et même si une discontinuité fondamentale paraît s'établir à partir de signes convenus, l'écriture pour transmettre la connaissance,
l'homme qui ne la possédait pas fut néanmoins en capacité de le faire à travers l'oralité. L'évolution ne serait donc pas seulement cette continuité du monde vivant, cette dérivation par filiation des formes animales et végétales, mais aussi une volonté de transmission entre toutes les formes de vie qui se meuvent dans le milieu qui leur est offert. Ainsi, l'homme évoluerait tout autant que la variété de l'espace qu'il colonise nourrit son expansion. Le passéisme peut toujours ouvrir un romantisme ou une nostalgie. Rien n'arrête le progrès, ou plutôt la progression, car l'arrêt du mouvement, c'est la mort. Des choix imposés par l'interaction de la nature sur sa capacité d'échange sont nés les chemins spécifiques à son humanisation. C'est parce qu'à chaque étape historique s'est ouverte à l'homme la vivifiante diversité des contingences terrestres qu'il a pu, en explorateur accompli, déployer peu à peu la pluralité de ses talents. La diversité naturelle engendra la diversité humaine, car les épreuves pour assurer sa survivance n'appelaient pas les mêmes réponses selon que les individus étaient soumis à la rudesse des steppes ou à de verdoyantes prairies. Toutefois, même si le perfectionnement de ces outils semble être relié à cette contingence naturelle, aussi prégnante sur le développement de l'homme fut sa quête d'un au-delà à travers son imaginaire audacieux. C'est parce qu'ils ont cru à la perfection et à leur perfection que les hommes imaginant Dieu s'identifient à lui, et croient reconnaître dans l'autre, celui qui ne lui ressemble pas, l'imparfait. Sans doute est-ce pour cela que certains biologistes des comportements nous donnent comme établi le fait que les rapports entre les êtres vivants ne sont que des rapports de force. S'il en allait ainsi alors, raison de plus pour chercher ce qui dans la différence fonde l'égalité. Pour fondamentales que soient les sciences, tant que la diversité humaine ne sera pas perçue comme la part de l'autre en nous, et réciproquement, aucun changement dans notre conflit quasi instinctif avec la différence ne sera durablement accompli. Mais si les hommes parviennent un jour à accepter l'idée qu'ils ne créeront jamais plus que ce que le milieu qu'ils colonisent leur permet, alors leur propension naturelle au développement acceptera humblement qu'il n'y a pas de perfection, puisqu'à chaque conquête d'un nouveau milieu, ils devront aussi en partager la part avec les autres et avec la nature qui les environne, sachant que cette part, loin d'être uniforme, est la résultante de toute la diversité. Comme l'ensemble de la vie terrestre, l'homme social n'existe pas en lui-même, il n'est que le résultat de ses interactions au milieu naturel et à sa capacité d'échange avec l'autre. Cette interdépendance construit son évolution sociétale et l'ouvre à la dimension cosmique du possible. Ainsi, l'altérité, à travers l'échange, devient sa différence vitale et son égalité. L'univers a ouvert la dimension du possible. L'univers a ouvert la dimension du possible, mais la vie n'est apparue qu'à la faveur des échanges entre 4 éléments chimiques majeurs: le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. L'eau liquide est aussi un élément indispensable dans la mesure où elle facilite les réactions chimiques à partir de ces éléments de base, pour former des molécules organiques. La vie n'existe pas en soi, elle n'existe qu'à travers l'interaction de ces éléments chimiques de base dans un milieu aqueux. Les échanges sont avant tout combinaisons, et l'infinité des combinaisons particulières porte à croire à l'infinité des échanges. L'échange présuppose le don et donc la reconnaissance de ce avec quoi il prétend échanger. Il indique une volonté et une confiance, il accepte par avance les conséquences de l'essai. Les échanges élémentaires suivent la même règle. Ils ouvrent sans contrainte la combinaison de tout ce que la complexité chimique est en mesure de combiner. L'échange universel n'exprime pas de valeur, il consent. À l'orée de l'humanité, Homo sapiens n'échange pas que ses sourires, sa gestuelle, sa sexualité ou son début d'oralité. Il partage sa nourriture, ses échanges matérialisent sa socialité. Le partage du bien commun, fruit de la chasse ou de la pêche, est à la fois don et nécessité. L'échange entre les hommes primitifs a, entre autres, pour objectif d'offrir et de recevoir pour la survie de tous. Il conceptualise la différente égalité. La conscience primitive de l'homme construit sa socialisation à partir de l'autre. De leurs échanges naît et se modèle l'intention. Comprendre l'échange, c'est aussi en cerner sa limite, non dans celle présupposée de son altérité, mais à travers sa fonctionnalité qui n'est que l'organisation d'un possible. Si l'échange entre les hommes au cours des siècles a perdu son essence profonde, la cause n'en revient pas à la limite de l'échange, car l'humanité n'a pas épuisé et n'épuisera vraisemblablement jamais la dimension du possible,
mais à l'abandon pur et simple de la reconnaissance de sa différence en l'autre comme vitale égalité. En transformant l'échange, qui est don en valeur, l'homme s'est mutilé car l'altérité, comparée au produit de sa récolte ou de son travail, n'est plus perçue comme l'essence de son égale différence, mais comme l'opportunité d'une valeur d'échange. La colonisation par l'espèce humaine d'un milieu ou d'une niche écologique, et sa dissémination à travers tous les continents expliquent les contingences et les succès de son évolution et de ses rapports à l'échange. En milieu fermé et hostile, forêt tropicale par exemple, l'homme est plus dépendant de la nature et il apparaît que ses relations sociales sont plutôt de type rapport d'échange. Il n'y a pas entre eux de hiérarchie. Dans les milieux ouverts, accueillants et variés, milieux tempérés de moyenne montagne par exemple, où l'homme évolue plus librement, les contraintes de la nature et son attachement à l'autre sont moins grands, ses rapports sociaux semblent plus hiérarchisés. La complexité des situations pousse à la prudence, d'autant que l'ensemble des différenciations dans l'évolution des sociétés humaines est loin d'être parfaitement connu, mais ces différences existent, et sans prétendre à leur entière reconnaissance, quelques traits majeurs nous sont présentement acquis. La biodiversité, la douceur climatique, l'abondance des ressources nécessaires au développement de la vie, eau, couvert végétal, fruits, gibier, animaux aquatiques, etc., ont joué vraisemblablement un rôle important dans la sédentarisation progressive de certaines peuplades, ainsi que dans leur apprentissage pastoral et agricole. Pastoralisme et agriculture sont, à n'en point douter, les leviers à partir desquels l'homme transforme non seulement son rapport à la nature mais son rapport à l'altérité. Plusieurs facteurs opèrent pour accompagner cette transformation, à commencer par la complexification et l'accroissement des savoirs et des techniques. Mais de leur multitude émerge un facteur primordial. La nourriture vitale que l'homme à présent récolte n'est plus seulement la nourriture d'échange collectif que la nature lui fournit, elle devient par l'effet de la culture un produit. Ainsi, par son travail social, l'homme ouvre la porte à ce caractère encore énigmatique du produit qu'il convertira plus tard en marchandise. La valeur du produit agricole résultant du travail n'a absolument rien à voir avec sa nature physique. Le cultivar, c'est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme nouvelle d'un rapport des choses entre elles. Comme l'ont décrit Marx et Engels, ce qui intéresse tout d'abord pratiquement les échangistes, c'est de savoir combien ils obtiendront en échange de leurs produits, c'est-à-dire la proportion dans laquelle les produits s'échangeant entre eux. Dès que cette proportion a acquis une certaine fixité habituelle, elle leur paraît provenir de la nature même des produits du travail. Il semble qu'il réside dans ces choses une propriété de s'échanger en proportion déterminée, comme les substances chimiques se combinent en proportion fixe. Le caractère de la valeur des produits du travail ne ressort en fait que lorsqu'ils se déterminent comme quantité de valeur. Ces dernières changent sans cesse, indépendamment de la volonté et des prévisions des producteurs, aux yeux desquels leur propre mouvement social prend ainsi la forme d'un mouvement des choses, mouvement qui les mène bien loin qu'ils puissent le diriger. À cette période de l'humanité se joue sans doute, bien au-delà de la conquête du feu, qui avait pourtant déjà marqué une étape décisive dans son évolution, le choix à partir duquel l'homme deviendra ou non véritablement sapien. La valeur. La valeur ne représente pas pour l'homme qu'une valeur numérique, sans quoi il pourrait être félicité car pour la bonne application des mathématiques, il est bien pratique de mesurer une grandeur. En dehors de cet axiome, la valeur en soi n'existe pas. Elle n'est que le produit de la création d'un homme qui, imaginant la valeur marchande, a perdu en la créant la profondeur de son humanité. Par extension ou en conséquence, il inventa la bravoure guerrière qui caractérise selon lui la valeur d'un soldat, d'une chose, d'une personne ou d'un bien. La valeur et ses comparatifs subjectifs inventés, l'homme n'est plus seulement cet être naturel et ouvert à l'échange consentant et conscient, il transfère à travers sa production le prolongement de son moi à un produit. En accordant à la création d'objets une valeur d'échange, il ne perçoit pas que c'est la part de l'autre en lui, son égalité, qu'il s'apprête à renier. De ce fait, la valeur commerciale n'est pas seulement ce lien de commodité de l'échange, c'est la négation de l'égalité de l'autre en nous. En la conceptualisant, l'homme marchandise non seulement sa propre production mais lui-même. De ce rapport marchand nouveau vont dépendre tous les autres rapports.
Au fil du temps, l'omniprésence de la valeur économique va s'étendre à toute chose. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à chercher aujourd'hui dans une encyclopédie le concept de valeur pour comprendre qu'il n'est de valeur que la valeur économique. Toute l'analyse discursive à propos de la valeur, valeur d'usage, valeur d'échange, valeur d'une marchandise, fondement de la valeur, analyse des valeurs, valeur mobilière, valeur du droit des obligations, tourne exclusivement autour de l'intérêt économique à l'égard de la théorie de la valeur et exclut de son champ son contenu philosophique, voire apologétique, car il risquerait d'entraîner la confrontation sur un débat d'ordre idéologique que les détenteurs du capital ne souhaitent en aucun cas entamer. Cela explique sans doute pourquoi les économistes classiques, en véritables techniciens de l'économie, prétendent ne pas référencer les bases pratiques de leurs analyses à une idéologie tout en s'appuyant sur le libéralisme pour asseoir leur piètre théorie. Ils sont passés maîtres dans l'art de la litote. Idéologie, je vous oublie un peu, sous-entendu, je pense quand même à vous. Leur théorie de la valeur, qui n'est rien d'autre que la théorie des prix relatifs, en classifiant le prix des différents biens produits par l'homme, marchandise la part de l'homme dans la valeur de ceux-ci. L'homme malgré lui devient marchandise et pour la produire, il doit aliéner une part de lui-même à un prix. De même que la différence entre le prix de revient et le prix de vente dégage le bénéfice, celle entre le travail de l'homme et le profit formalise la valeur. En conséquence, c'est bien le temps de travail socialement nécessaire qui détermine la valeur, et toutes les marchandises ne sont que le résultat du travail d'un homme déshumanisé malgré lui. Ainsi, progressivement, la valeur estime un certain prix. Valoir cher ou pas cher, valoir son pesant d'or, ne rien valoir, valoir bien un détour ou en valoir la peine, valoir autant qu'un autre et enfin se valoir. Qu'elle soit d'un sujet ou d'une chose, tout dans la valeur peut donc s'évaluer. Vaillant et valeureux, valable, valablement, en valeur absolue ou en valeur relative, tout devient mesurable dans l'être ou bien l'objet, son alter ego est changé. Qui hésite aujourd'hui quand en droit seulement l'esclavage est banni, à vouloir bien se vendre pour pouvoir bien manger, à souligner ses mérites, savoir les présenter sous l'angle avantageux afin d'être connu d'un très large public et se mettre à l'abri des plus vitaux soucis? Qui hésite à faire fructifier son avoir, ajouter de la valeur à ses biens, faire le compte exact des valeurs déclarées ou mettre au point la plus-value de l'art? Porter un toast au portefeuille des valeurs, travailler un vers non pour sa valeur poétique mais pour en capitaliser le plus grand nombre de pieds. Marchandise je suis, marchandise je vais à ta noble valeur te conter mes secrets. Le sujet valait bien quelque humour, même si dans sa quête frénétique de la valeur, allant même jusqu'à inventer la contre-valeur commerciale ou la non-valeur d'une terre qu'il juge impropre à toute marchandisation, dévalorisant un jour ce qu'un lendemain viendra valoriser, l'homme moderne a vendu son âme à la valeur ajoutée. Mais tout aussi omniprésente qu'elle soit, la valeur ne lui rapporte rien puisqu'elle n'existe pas. Le commerce. Le commerce, qu'il soit indépendant, de détail, de demi-gros, de gros, qu'il soit la pratique de quelques individus, d'un groupe, d'un État ou d'un empire mondialisé, est et sera toujours la marque de l'asservissement de l'homme à un marché. La propriété, c'est le vol, est arrivé à proclamer Proudhon dans l'intention de montrer que le travail est seul productif, alors que le profit du propriétaire est un véritable droit d'aubaine, qu'il espérait faire disparaître grâce au crédit. Outre que le crédit est devenu l'amant de la propriété, Proudhon ne parvint pas à déclarer « et c'est le commerce qui engendre la propriété ». Si le commerce a envahi rapidement et quasi globalement la plupart des communautés, il est toutefois intéressant de noter qu'il y eut historiquement des sociétés dans lesquelles on trouve des formes plus élevées que l'économie traditionnelle, par exemple la coopération, sans qu'existât l'argent sous une forme quelconque. L'argent et l'échange marchand qui le conditionnent n'apparaissent pas ou peu à l'intérieur de communautés singulières, mais seulement à leurs frontières dans leur commerce avec d'autres. Comme l'ont souligné Marx et Engels, il est erroné de placer l'échange marchand au centre des communautés en tant qu'élément constitutif à leur origine. Quoique l'argent apparaisse très tôt et joue de tous côtés un rôle, il n'en est pas moins dans l'Antiquité en tant qu'élément dominant, l'apanage de nations unilatéralement déterminées, de nations commerçantes. Et même s'il convient de dire qu'il existe de nos jours des communautés tribales qui n'en sont toujours pas au stade de la possession, globalement, le commerce est devenu le ciment des échanges de l'ensemble des nations développées ou non. Cependant,
si la possession de certaines tribus ne fut pas toujours synonyme de propriété, la possession est bien le constituant juridique de la propriété. L'argent a certes existé historiquement avant l'existence du capital, avant l'existence des banques et avant l'existence du travail salarié, et de ce point de vue, on peut dire que des catégories plus simples ont pu exprimer des rapports dominants d'un tout moins développé ou au contraire, des rapports subordonnés d'un tout plus développé, mais l'argent s'introduit déjà comme le moteur des rapports d'échange entre les individus. Par le commerce, l'homme n'accède pas seulement à la possession de biens mais à leur accumulation. Si l'on sait aujourd'hui attribuer à la plus-value dégagée du travail salarié les traits fondamentaux de l'histoire de l'accumulation capitaliste, pour autant, le commerce, qui en est le corollaire, est loin d'être perçu comme le chancre de l'humanité. Sans doute faut-il chercher dans la confrontation de l'homme avec les forces de la nature, la naissance de ces forces productives, et attendre que leur développement ait atteint une base adéquate pour que le commerce, la production, l'échange des besoins vitaux conditionnent réellement la structure des différentes classes sociales. L'extension du commerce s'est opérée à partir de sociétés plus complexes, qui ont asservi progressivement d'autres formes de sociétés qui, elles, l'étaient moins. En passant de l'échange à la valeur des biens, l'homme accède inéluctablement à l'accumulation des biens, et de cette accumulation naît la notion de pouvoir qui lui reste attachée. Si l'on s'en tient à une définition lapidaire, le pouvoir serait la faculté de faire. Si par dérision j'osais écrire une épitaphe, j'ajouterais des morts. Pour beaucoup, le pouvoir est avant tout synonyme d'autorité et représente dans l'inconscient collectif ce qui permet à un acteur social d'exercer le commandement ou le droit de se faire obéir. Pour qu'il y eût des chefs, il fallut bien des guerriers. Et pour qu'il y eût des guerres, il fallut bien quelque part qu'existassent d'autres chefs avec d'autres guerriers. Mais cela ne nous dit pas pourquoi il y eut des chefs, et moins encore des guerriers. Pour désigner un chef, ne fallait-il pas qu'ils se sentent menacés, et pour se sentir menacés, ne fallait-il pas que eux-mêmes représentent une menace pour les autres, sinon pourquoi les auraient-ils menacés ? De cette réflexion apparemment simpliste se dégage pourtant l'évidence. Si deux personnes se menacent, c'est que l'une et l'autre se sentent menacées. L'homme un jour s'est donc senti menacé par lui-même car concernant les autres menaces du monde, sans vraiment les comprendre, il ne pouvait que s'y conformer. Si l'homme a fait souche au même berceau évolutif, pourquoi eût-il été agressif envers les autres sinon pour préserver la seule chose dont il ne pouvait se passer, sa propre vie ? La guerre du feu eût pu nous en donner la clé, mais si belle soit la légende, elle ne fait pas la vérité. Il semble bien plus probable que l'homme évoluant en peuplade ramifiée ait été contraint de défendre pour survivre un territoire que ses frères de disette convoitaient comme lui. Cela n'est en rien contradictoire avec le fait que l'agrégation du groupe pour assurer sa subsistance poussait plutôt à son accroissement numérique. Ainsi, de conquête en conquête, des peuplades affamées passaient du statut de gagnant à celui de perdant. Malgré leur violence, ces combats n'avaient rien de sanguinaire, seule l'exigence de survivance comptait. Il est tout aussi probable, comme dans le règne animal, que parmi tous ces gagnants l'un d'entre eux montrant plus de vaillance ou de dextérité a progressivement conduit le groupe à le distinguer. L'homme primitif ne tuait donc pas son semblable par cruauté, la peur et la faim seulement l'habitaient. La conquête d'un territoire n'accordait à n'en point douter d'autre choix aux vaincus que la fuite. Peut-être est-ce ainsi que la migration humaine également s'opérait. Néanmoins, sans croire un seul instant que l'homme primitif ait été conciliant, ou qu'il ait dû sa suprématie à une exceptionnelle qualité de droit divin, il faut bien constater qu'existèrent et existent encore des peuples assez paisibles pour ne pas guerroyer. À quoi attribuer cette différence ? La notion de paix nous en donne probablement la clé. La paix n'est pas la fille de la peur et moins encore celle de la faim. Pour qu'il y eût entente, il fallut le concours d'un milieu suffisamment protecteur qui, par son équilibre et son abondance, ouvre à l'homme les portes du bonheur. L'expression populaire, c'est le paradis sur terre, que l'on entend parfois à propos de certaines divisions de l'Océanie, perd ici son sens suranné. Cette hypothèse infirme, s'il le fallait, l'idée selon laquelle l'homme est intrinsèquement mauvais. La protection d'un groupe par la clémence d'un milieu ou par celle d'un chef, ne lui ouvre pas pour autant les portes de l'éternité. Plus se développe son organisation sociale et sa maîtrise partielle des éléments naturels, plus l'homme primitif prend conscience de ses peurs. Comme tout être vivant, il est mortel,
et la mort l'inquiète autant par la souffrance qu'elle induit que par son incongruité. La fuite n'y peut rien, et le chef lui aussi est touché. Il n'a alors d'autre choix pour se libérer de ses angoisses que d'inventer de nouveaux intercesseurs. Rituels et divinités sauront-ils l'apaiser ? À l'image de deux animaux ensemble dans une cage ne pouvant s'échapper, prêts toutefois à se combattre pour extérioriser leur agressivité, l'homme, prisonnier de son anéantissement mais incapable dans son espace clos d'affronter la mort en combat singulier, a créé le rituel pour y remédier. En effet, les premières inhumations reconnues jusqu'à présent remontent à l'homme de Néandertal, il y a environ 150 000 ans. Aussi, le rituel de mort, acte essentiellement collectif, fonctionna-t-il comme la tentative d'exorcisation d'un changement qui pouvait ébranler sa conception même et par conséquent, la viabilité de l'ordre immuable dans lequel il vivait. De cet immatériel représenté naîtront plus tard toutes les frasques des rites et des divinités, qui inscriront dans ces futures rencontres la marque des terribles épopées de l'homme. Telle la faim engendrant le chef et l'incompréhension de la mort, les rituels et les divinités, le commerce, transcendant les biens, s'offrit l'argent en nouveau dieu. Chefs, rites, devins, argent, tous les ambassadeurs du pouvoir étaient déjà nommés quand l'ordre civilisateur advint. L'ordre civilisateur. L'ordre civilisateur est attaché à civilisation, comme l'arbre à la terre. Alors pourquoi dit-on que la civilisation est un ensemble de caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale et matérielle d'une nation ou d'une société ? Si cela est, alors civilisé pourrait bien signifier faire sortir de l'état primitif. L'interrogation vaut d'autant plus le détour qu'il semble hasardeux de chercher plus de civilité dans les sociétés modernes que dans celles prétendument primitives. J'en reviens donc à la dernière phrase du paragraphe précédent. Chefs, rites, devins, argent, tous les ambassadeurs du pouvoir étaient déjà nommés quand l'ordre civilisateur advint. Car c'est bien le développement de ces préceptes qui fondera pour l'essentiel les civilisations dont nous allons parler. Tenant entre ses mains les paradigmes de sa primitive évolution, l'homme eut recours au chef de l'ordre pour gouverner, au rite de l'ordination pour administrer les sacrements de l'ordre, à l'ordre divin pour élever les temples et à l'ordre de l'argent pour accréditer la valeur de ses biens. Certains philosophes imaginent à tort que l'époque antique fut celle des divers pouvoirs de l'irrationalité et de l'imagination, ignorant le plus souvent l'objectivité des inventions techniques et des savoirs concrets. Leur quête mythique d'un éternel ne doit pas occulter la nécessité des supports logistiques. Toutes sortes de connaissances objectives, calcul, géométrie, astronomie, etc., étaient nécessaires à la sublimité de l'art divinatoire. À chaque étape de son développement, y compris à celle de l'hyperdéveloppement d'aujourd'hui, l'humanité doit mixer savoir pratique et savoir théorique pour avancer. La question du développement de la civilisation de l'ordre n'est donc pas à rechercher dans l'affrontement de deux formes de connaissances, mais dans la conséquence de leur mise en œuvre interactive au bénéfice exclusif d'une minorité. Seul l'objet fini, c'est-à-dire l'architecture concrète de l'acropole, procure joie, grandeur et harmonie, mais sa majestueuse apparence ne donne pas à voir tout ce qu'il fallut de souffrance ouvrière et de douleur pour parvenir à nous combler. Ce que l'homme moderne retient de la culture et du savoir objectif, c'est la forme achevée du message et non tout ce qu'il présuppose de conditions contingentes pour l'accomplir. Nous louons les penseurs de l'Antiquité, Aristote, Platon et bien d'autres en tant que génie créateur de l'humanité, comme si tout ce que durent endurer les esclaves, support de leur vie, n'existait pas. Découvrir l'histoire de l'humanité dans sa complétion, et non dans sa construction, revient voir l'image satellitaire de la planète sans se référer au collectif humain à l'origine du satellite qui l'a produit. Si l'on revient au terme civilisation, la création du mot d'origine française entre 1756 et 1766 découvre une bien singulière particularité. Outre qu'il se rapporte à l'esprit des Lumières, il s'accorde à une philosophie nouvelle de la nature et de l'homme fondée sur l'idée de progrès. La notion de civilisation incline ici à polisser, rendre son lustre et son éclat, et à instituer. Ainsi serait civilisé le peuple organisé qui avance dans la vie avec politesse, alors que les peuples sauvages, sans institution, ne seraient que des misérables. Civilisé, policé, renvoie à un état social contre lequel Rousseau s'élève dès 1750.
Mais si j'entends bien ce terme de misérable, c'est un mot qui n'a aucun sens ou qui ne signifie qu'une privation douloureuse et la souffrance du corps et de l'âme. Or je voudrais bien qu'on m'expliquât quel peut être le genre de misère d'un être libre dont le cœur est en paix et le corps en santé. Je demande laquelle, de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en jouissent. L'apparente contradiction entre être civilisé et sauvage n'a de fondement que dans la mesure où l'évolution de chacun est ou non liée à un ordre social hiérarchisé, c'est-à-dire à l'ordre des 4 piliers, chef, rite, devin, argent. La civilisation commence quand les sociétés ont acquis les moyens disharmoniques de la subordination du faible au fort, quand guidé par son esprit mercantile et son savoir, l'homme peut classifier sa socialité. Ainsi, la civilisation ne serait que le continuum de la suprématie du chef sur le guerrier, puis celle du chef et du guerrier sur l'esclave et l'acceptation par tous du rituel et du devin guérisseur d'angoisse. La puissance et la gloire étant l'apanage des seuls acclamés. Civilisation de l'élu des dieux et de ses pairs, civilisation de l'exclusion concentrique. Hors du cercle, l'esclave, et du cercle vers le centre, le peuple, et dans le point noir du centre, sénateurs, prêtres, rois et empereurs. Civilisation castratrice, aliénatrice, mais présentant un degré de plus en plus haut de caractère particulier. Institutions politiques, administratives, fortune publique et personnelle, culture littéraire, artistique, scientifique, religieuse, offrant toutes les apparences de la marche en avant d'un ordre économique, technique et social vers le progrès. Ainsi, croire que nous entrons aujourd'hui dans l'ère du choc des civilisations seulement parce que l'antagonisme entre les peuples porte sur le territoire, l'ethnie, la culture et la religion, c'est admettre du même coup que le fonctionnement des sociétés marchandes reposeront toujours sur les rapports de l'homme à l'argent, ce qui revient à justifier de facto l'exploitation de l'homme par l'homme. Par ailleurs, la plupart des consensualistes constatent que les sociétés partagent des valeurs de base. Les croyances selon lesquelles tuer est mal, ainsi que les institutions de base comme la famille, ce qui les regrouperait en une sorte de civilisation universelle. Outre le fait que vivre au sein d'une seule et même civilisation ne saurait se réduire à une sorte de moralité minimale reposant sur un concept aussi tendancieux que celui du bien et du mal, cela revient à occulter, et pour cause, 2 autres paradigmes fondamentaux de la soi-disant civilisation universelle, le culte du chef et celui de l'argent. D'autres prétendent que le terme de civilisation occidentale désigne ce que les sociétés civilisées ont en commun, comme les villes, la culture et l'écriture qui les distingueraient des sociétés primitives et barbares. C'est l'esprit Davos, Forum de l'économie mondiale. Une seule langue, l'anglais, une seule foi, l'individualisme et l'économie de marché, une seule loi, la suprématie militaire garante de la démocratie politique. Piètre philosophe et dangereux idéologue qui, niant la dynamique des différences, place l'Occident au centre de l'histoire de l'humanité. Sans doute serait-il préférable de parler d'entité culturelle évolutive plutôt que de parler de civilisation, à moins que nous acceptions d'en redéfinir le sens et reconnaissions enfin le caractère superfétatoire d'une classification dont le fondement n'est autre que la reconnaissance d'une suprématie économique, technologique et culturelle, sur l'immense diversité des potentialités humaines. Pour en revenir aux temps anciens, redisons que la civilisation fut surtout celle de la guerre, des mythes, des pouvoirs et des soumissions, dans laquelle les paradigmes sociétaux rattachés au dogme des représentations déistes furent opératoires pour engendrer la grandeur des mondes imaginés et plus sûrement l'aliénation des hommes. C'est pourquoi les principales traces que nous lèguent les civilisations antiques sont monumentales, à l'image d'un pouvoir divin imaginé, puis imité, où tout y semble grandiose. Du temps des créations au temps de l'expansion. Le temps des créations. Le temps des créations de quoi? Des dieux? Ils étaient dans l'esprit humain depuis longtemps. Des armées? Elles n'avaient pas attendu ce temps pour opérer. Du nouveau progrès de l'argent et du commerce? Sans doute. Des monceaux d'innombrables injustices? Sûrement. Mais plus encore que tout cela, création de chefs-d'œuvre monumentaux que la civilisation de l'ordre fit naître de l'Asie au Moyen-Orient et de l'Occident au Nouveau Monde. Cependant, la vraie nature de l'intentionnalité créatrice de ce temps est d'autant plus difficile à cerner que la connaissance concrète de sa chronologie demeure imprécise. Aucun observateur ne peut prétendre avoir décrit la nature des créations d'une civilisation donnée,
sans chercher à relier ses pratiques ou ses institutions à l'ensemble des autres civilisations. De même, les rapports entre l'organisation sociale, les activités économiques et les systèmes de valeurs d'une civilisation donnée ne peuvent se comprendre qu'à travers son interaction, voire son interdépendance, avec les civilisations qu'elle concurrençait. Cela vaut non seulement pour cette période que les historiens qualifient d'antiquité, les civilisations grecques, romaines ou égyptiennes, mais pour toutes celles des autres contrées. Indépendamment des aspects culturels et sociaux qui les différencient et les stimulent, un trait commun les unifie. Elles constituent un empire, un royaume, un État. À la civilisation de l'ordre correspond la création monumentale de l'ordre. Tant pis pour l'ordre, serions-nous tentés de dire si autant de beauté est offerte. Et pourtant, il n'y a pas un avant et un après dans l'art créatif. Seule est décelable la lente et constante évolution technique essentiellement liée à un stade de développement économique, social et culturel. L'intérêt porté ici au gigantisme de l'art n'est pas seulement relié à une esthétique. Il s'attache à l'intentionnel et au possible, à la volonté de puissance et de gloire, à la transcendance interrogative et asservissante, à la quête éperdue du devin. Jusqu'à une période contemporaine, l'art n'eut d'autre mobile que de servir l'utile, la puissance et le divin. Même l'art pariétal n'était pas figuratif mais transfigurateur. L'art monumental est donc une des formes les plus achevées de la mise en œuvre des 4 piliers de la civilisation. Chef, rite, devin, argent. Il représente l'intentionnalité la plus marquante de l'identification de l'homme à l'éternel et au pouvoir. Rappelons une fois encore que la reconstitution des conditions de vie et de l'évolution sociétale de l'homme, depuis son origine à nos jours, se fait à partir de la mise en perspective d'un temps que nous pourrions qualifier de commode. Temps de la préhistoire. De l'origine de l'homme jusqu'à l'apparition des premiers documents écrits, soit presque toute l'ère quaternaire jusqu'à l'âge des métaux, c'est-à-dire environ 2000 ans AV. JC, ce qui revient à dire que toutes les entités culturelles à travers le monde, et elles sont nombreuses, qui n'ont pas accédé à l'écriture sont toujours des sociétés préhistoriques. Puis celui de l'histoire, classé en 4 périodes. L'ancienne jusqu'à la mort de Théodose en 395, le Moyen-Âge jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les temps modernes jusqu'à la Révolution française en 1789, l'époque contemporaine de 1789 à nos jours. Tout aussi discutable que ces chronologies classificatrices est donc notre temps des créations. Mais il ne s'inscrit pas uniquement dans une temporalité historique. Il tente de déceler, au-delà de la matérialité que l'homme de l'Antiquité nous lègue, une véritable intentionnalité humaine. Ce que j'appellerais, faute de mieux, une finitude de l'intention. Car plus ces œuvres sont grandiloquentes, plus grandiose est le rite qui invite à la prosternation et plus puissant en est le divin qu'elles prétendent incarner. L'homme antique ne nous transmet pas seulement la beauté de son art, mais la transposition de l'idée qu'il se fait du puissant. Ici, la force de l'œuvre se joint à l'inéluctable traversée de la mort vers un éternel transcendant. Comment imaginer alors parvenir à une telle cohérence intentionnelle, si l'incongruité du trépas n'avait pas appelé toutes les sociétés humaines à la ritualisation de la mort à travers la perte du chef de l'ordre et de ses assujettis pour se prémunir pendant la vie terrestre, de la cruauté des dieux, et pour se préparer à travers une clémence consentie à l'accueil de l'au-delà radieux. Le chef a besoin de l'ordre pour l'accomplissement du rite, le rite a besoin du temple pour l'accomplissement du devin, le divin a besoin de la soumission du peuple pour son accomplissement, le peuple a besoin du chef et du temple pour l'accomplissement du divin. Quant à l'art monumental, il a besoin d'argent, de force et de créativité pour donner à voir à l'homme et au divin. Lorsque l'on tente une histoire croisée de l'Antiquité, on est frappé par la similitude des intentions, autant que par la diversité des réalisations. Dans la Bretagne ancienne, vers 3000 ans AV. JC, une population venue de la péninsule ibérique a édifié le long de la côte ouest d'énormes mégalithes. En Mésopotamie, la période sumérienne, vers 3500 à 2000 ans AV. JC se développe à partir de la prépondérance temporaire de 5 dynasties. Kish, Uruk, Akkad, Lagash, Ur et fait place vers 2000 AV. JC aux dynasties amorites puis kassites vers 1500 AV. JC ces dynasties coexistent avec l'Égypte pharaonique, période tinnite vers 3000 AV. JC,
jusqu'à la dynastie décadente aux environs de 1200 AV. JC elle coexiste pour partie, en ce qui concerne l'Asie mineure, avec l'Ancien et le Nouvel Empire hittite vers 2000 AV. JC à 1200 AV. JC, mais aussi avec les civilisations de Mari et de Rachamra au Moyen-Orient, vers 2500 à 2000 AV. JC ou avec celle d'Extrême-Orient, civilisation de l'Indus en particulier vers 2500 AV. JC. Qu'il s'agisse de la Bretagne ancienne avec les mégalithes de Stonehenge ou de la Mésopotamie avec les tombes d'Our, les stèles de Naram-Sin, les tours à étages, les statues de Gudea, qu'il s'agisse des grandes statuaires et grandes pyramides, puis des tombeaux de la vallée des rois en Égypte, des tombes de Byblos au Moyen-Orient, des ruines de Mohenjo-Daro et Harappa en Extrême-Orient, qu'il s'agisse des ruines de la civilisation mycénienne ou égéenne, durant cette période plurimillénaire où l'homme s'adonne à L'. Art du grand et du beau, tout concourt au culte du chef et des dieux, tout est ordre, guerre, commerce, tout est gloire. Comme la période précédente, celle qui suit environ 1200 AV. JC jusqu'à l'apparition de la chrétienté, Assyrie, Perse achéménide, royaume de Nabathène, Égypte hellénistique, Grèce, Rome antique, Chine et Inde, inscrit son patrimoine architectural et culturel dans l'axe monumental d'un esprit humain déterminé et raffiné. D'Assurbanipal sur son char au temple d'Héra, des temples doriques et ioniques d'Héraclite et Pythagore à ceux d'Olympie d'Échille, Sophocle, Euripide et tous les autres, en passant par les tombeaux de Pétra, les palais de Ninive, de Sargon II, de Persépolis, du Colisée de Rome au temple de Palmyre jusqu'à la grande statuaire de Chine ou les Bouddhas géants de la vallée de Bamiyan, tout rappelle la domination de l'homme, tout s'élève à la puissance des dieux. Bien plus tardivement, vers 600 à 1400 AP. JC, sans doute à cause de l'influence du milieu géographique de la végétation amazonienne, aridité de la pampa, etc., qui cloisonna les foyers culturels de la civilisation précolombienne, le gigantisme et la beauté des temples et des pyramides en ces contrées n'eurent rien à envier à la période antique. L'art monumental s'appuie sur l'ordre, mais aussi sur la guerre pour satisfaire son énorme besoin de main-d'œuvre et de financement. Bien que la guerre n'ait pas attendu le temps des créations pour commencer, la période qui nous occupe, profondément imprégnée par la mythologie, nous pousse à examiner ses formes, ses causes et ses effets à la lumière de la polémologie. Selon Gaston Boutoul, à qui l'on doit cette définition, l'idée de la guerre remonte aux mythologies qui lui accordent une place considérable et selon lesquelles il s'agit d'une activité honorable que les dieux pratiquent, encouragent et protègent. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît souvent comme le Dieu des armées. Les Grecs la considèrent fréquemment comme faisant partie de l'ordre providentiel. Seule la philosophie chinoise ne semble pas s'être appliquée à en exalter les vertus. Si Hegel voit la guerre comme un mal nécessaire qui prendra fin avec la réalisation de l'esprit absolu, si certaines théories sociologiques l'analysent comme un phénomène normal ou encore résultant de la cruauté instinctive de l'homme, il est plus sûr de l'attribuer au développement technique, marchand et à l'irrationalité de ces sociétés. Pour Marx, les classes dirigeantes détournent le peuple de la lutte des classes en lui suggérant des passions nationales ou religieuses qui s'expliquent par des antagonismes économiques. Si la guerre est essentiellement un phénomène collectif qui comporte aussi des éléments subjectifs, tels l'intention et l'organisation, elle demeure avant tout au service des idées et des intérêts du groupe dominant qui la conduit. Bien que soumise à des règles particulières selon les époques, elle est toujours sanglante, destructrice, aliénatrice et profondément condamnable. Elle suppose une accumulation préalable de moyens, et donc une technique et des armes adaptées, inscrivant sa trajectoire dans la volonté d'aliéner tous les autres à son projet déiste et marchand afin de hâter la réalisation de ses immenses créations architecturales. Comme il a été souligné, l'art monumental n'est pas qu'architectural. Par son apologie onirique, il dépeint le monde des légendes et des mythologies. Il transcende la réalité en appendice du haut. Les dieux sont puissants, les rois et les empereurs sont forts et l'écrit pour le dire doit être grand et beau. C'est le temps des premiers textes connus, temps du théâtre et des grandes tragédies, temps des grands philosophes, des poètes, des historiens. Les courants littéraires majeurs et les pièces dramaturgiques trouvent leurs origines durant cette période. C'est aussi le temps des poètes légendaires, Orphée, Linos, Musée. Les Aèdes parcourent les cités et les palais, dont l'un d'eux, Homère, doté de plus de génie, nous laisse l'Iliade et l'Odyssée. C'est la période attique des chants de Dionysos, des histoires d'Hérodote,
de l'éloquence du sophiste Gorgias, et les grandes œuvres hellénistes et romaines avec la poésie épique d'Apollonio de Rhodes, la dramaturgie de Lycophron de Chalcis et les grammairiens Zénodote d'Éphèse, Aristophane de Byzance et Aristarque. C'est aussi la naissance de la littérature latine, influencée par les Grecs et les Étrusques, du théâtre de Rome avec Naevius, des historiens célèbres comme Tite-Live et tant d'autres. Il en va de même pour la civilisation de l'Indus avec la littérature védique, première étape de la littérature sanskrite avec les hymnes composés par des familles brahmanes et dédiés par elles à un dieu spécifique, Mitra, Varuna, Indra, etc. Puis, la grande période classique des littératures indiennes, patronnée par la dynastie Gupta 320 AP. J.C., qui favorisa les belles lettres et joua un rôle important dans le développement hindouiste futur. Leur panthéisme, l'émotivité passionnée qui y déferle, eurent une influence fondamentale sur toutes les formes d'expression de l'art et préparèrent les grands poètes dramatiques entretenus à la cour des empereurs. Les œuvres épiques, lyriques et théâtrales de Kalidasa sont là pour nous le rappeler. Les autres civilisations ne sont pas en reste. Les hiéroglyphes, enfin déchiffrés par Champollion, qui nous livrent les épopées égyptiennes et les manuscrits enluminés de la période précolombienne, sont d'une symbolique prégnante. Pour comprendre la nature profonde du temps des créations, on ne saurait occulter la dimension fondamentale des jeux. Dans son livre « Les jeux et les hommes », Roger Caillois remarque fort justement que les règles sont inséparables du jeu sitôt que celui-ci acquiert une existence institutionnelle. À partir de ce moment, elles font partie de sa nature. Ce sont elles qui le transforment en instrument de culture fécond et décisif. Celles-ci représentent selon Caillois les formes élémentaires de l'agone. Tout groupe de jeu, comme compétition, c'est-à-dire comme un combat où l'égalité des chances est artificiellement créée pour que les antagonistes s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable au triomphe du vainqueur. Les jeux d'Olympe et les sacrifices, accompagnés de processions en Grèce ou ceux des arènes dans l'ancienne Rome, tout comme ceux des sociétés précolombiennes, jeux du vertige ou de la balle, structurent autant le groupe qu'ils ne le mortifient ou le ravissent. Mais ils ne se cantonnent pas uniquement à la dimension athlétique ou guerrière. Ils poussent à abandonner la volonté à travers l'aléa à la dimension du destin, ils corrompent. Tout jeu suppose sinon l'illusion, du moins un univers clos conventionnel parfois fictif. Il ne conduit pas à déployer une activité, mais pousse à nous conduire en personnages illusoires. C'est la mimicrie proposée par Caillois. L'Ilinx étant une autre forme de jeu qui repose sur la poursuite et le vertige, elle consiste à détruire en un instant la stabilité de la perception et inflige à la conscience une sorte de panique voluptueuse. Plus utile encore à connaître est la situation du commerce durant cette période. Chronologiquement, on imagine que le troc des temps préhistoriques précède le commerce de l'Antiquité, alors qu'au Néolithique l'économie villageoise de production a laissé des traces sur de grandes distances et que des stocks de lames brutes de silex suggèrent la présence d'un réseau commercial. À l'époque de l'économie familiale, le commerce se limite plutôt à l'échange de quelques produits rares, sel, métaux et parfois tissus, qui complètent l'agriculture et l'élevage de subsistance. Avec l'économie urbaine apparaissaient les marchés, où l'on vient vendre l'excédent. L'artisan se spécialise dans les métiers de charpentier, forgeron, corroyeur, etc. Il vend ce qu'il fabrique, c'est un artisan commerçant. En Orient, s'organisent les souks, alors que la Grèce et Rome ordonnent leurs marchés autour de grandes places rectangulaires. Pour satisfaire leurs grandes ambitions architecturales et organisatrices, les empires et les royaumes ont besoin d'importer les produits qui leur font défaut. Les Crétois ravitaillent l'Égypte en bois du Liban, en vin, en huile, en parfum. Ils transportent le cuivre de Chypre et l'étain des Cassitérides. Les Phéniciens multiplient les comptoirs en Méditerranée orientale. Athènes exporte des armes et des vases et importe du blé de la Thrace, du papyrus de l'Égypte, des bronzes d'Étrurie. Les aires commerciales se rejoignent et se fondent. On utilise la monnaie et les services qu'offrent les banques aujourd'hui sont déjà connus des Romains. Le commerce à grande distance de l'Occident vers l'Asie, déficitaire, est rééquilibré par des exportations de métaux précieux. Même si le transport par route se heurte à des difficultés, on ignore l'art du ferrage des chevaux et le cabotage demeure limité. La masse des échanges marchands est considérable et structure la volonté de puissance et domination des civilisations du temps des créations. Mais n'oublions pas le peuple.
car il fut la véritable cheville ouvrière, sans laquelle aucune création n'aurait pu voir le jour. Si l'on sait, depuis la découverte de cités ouvrières structurées à proximité des pyramides, que les pharaons tenaient en grande estime leurs constructeurs, ou que le roi Dario rémunéra les ouvriers attachés à la construction de Persépolis, peu de choses nous sont connues de la vie générale des peuples du temps des créations. Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'ils étaient soumis à l'ordre établi. Néanmoins, leurs fréquentes révoltes, souvent réprimées dans le sang, sont là pour montrer la dureté de leurs conditions de travail et la précarité de leur espérance de vie. Quant à la civilisation hindoue, la division en castes faisait des intouchables de véritables parias, alors que dans les civilisations précolombiennes, seul le peuple martial, c'est-à-dire militaire, était vraiment considéré. L'esclavage est encore moins enviable. Il s'attache irrémédiablement à la civilisation des hommes, comme une marque indélébile. Quasiment générale, il se distingue de la période primitive. Il tue l'étranger comme l'ennemi, et institutionnalise le statut héréditaire de l'être privé de liberté. La guerre fut la grande pourvoyeuse d'esclaves. Les vaincus étaient à l'entière merci des vainqueurs. Néanmoins, les premiers esclaves furent d'abord les non-combattants, vieillards, femmes et enfants. Ils bénéficiaient le plus souvent de la grâce, tout en demeurant sous la dépendance totale du nouveau maître. Pour les civilisations antiques, l'esclave, c'est l'étranger, l'infidèle, et plus que tout autre le noir évoluant dans des sociétés tribales techniquement moins avancées. L'esclave est donc originellement un mort en sursis ou un butin, qui alimente un marché florissant dans lequel, soumis au maître, il fut bien souvent le producteur et la monnaie. Mais qu'en allait-il de la femme ? Pour Engels, dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », le premier conflit entre les sexes a lieu lors du passage de l'état sauvage à l'état civilisé. Inconnu jusqu'alors dans toute la préhistoire, ce dernier coïncide avec le développement de la monogamie, dont l'auteur fait une critique radicale. Le premier antagonisme de classe résulterait donc de l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin. Penser la situation de la femme dans l'Antiquité, c'est aussi se confronter au problème de l'altérité. Or l'homme, le mâle civilisé, a abandonné son égale différence sur l'autel de ses échanges marchands et à l'aune de ses guerrières épopées. La femme est devenue son bien affectif et sexuel autant que sa reproductive identité. L'homme veut un fils pour lui succéder. Certes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.